pour ça que ça se construit tant, 10-30, puis Laval, ça pousse partout. Puis les municipalités, les autres, ils en profitent, ils se disent, mon Dieu, s'ils peuvent continuer à faire des bêtises à Montréal, tant mieux, ça nous profite. Les personnes quittent Montréal, puis nous autres, on les attend, puis on voit les promoteurs, ils s'en vont là où, évidemment, les personnes se disent. Bonjour tout le monde, j'aimerais ça vous présenter quelqu'un d'exceptionnel qu'on a la chance d'avoir aujourd'hui. C'est Luc Ménard. Et qui est donc Luc Ménard pour ceux qui vous connaissent pas Luc? Luc Ménard, c'est un candidat pour devenir le maire de Montréal. Puis l'histoire est assez intéressante parce que Luc vient de me montrer qu'il est déjà rendu à 4 plus ou moins de votes statistiques. C'est le dernier sondage d'aujourd'hui d'ailleurs de Radio-Canada avec Crop. Alors, il y a évidemment les candidats vedettes là, qui sont en tête. Là. 26 M. Coder, 25 Mme Plante, c'était prévisible. La lutte est chaude. La lutte est chaude. Mais je suis content pour vous parce que vous êtes quand même dans le top 4 sur 9 candidats. C'est ça, exactement. Maintenant, il y a un qui a débarqué. Il s'est allié avec Mouvement Montréal, alors il en reste 8. Là, il en reste 8? Il en reste 8, oui. Il y en a eu une alliance qui n'a pas vraiment fonctionné. Là. Vous avez 50 de chances de réussir? Ah, bon, écoutez, moi, j'avais comme objectif, évidemment, d'avoir le plus de pourcentage possible, sans m'imaginer me rendre à un niveau très, très élevé au niveau du pourcentage, mais je vous dirais que 4 ça dépasse quasiment déjà mes attentes. Excellent. Oui. Mais je suis derrière, juste un peu derrière Balarama Holness, qui lui se dit un petit peu le troisième candidat à la mairie. C'est ce que je pense que la population espérait avoir, aussi un troisième candidat. Mais il ne représente pas vraiment la population montréalaise de toute évidence. Alors, lui, il décroche 5 du vote, des intentions de vote. Je suis juste derrière avec 4 J'ai aucun candidat. Je suis seul candidat dans mon parti. Il y en a 70. Hein. Alors, il y a une marge un peu spéciale. Mais je vais vous laisser aller dans l'habitation, mais je vais revenir à la fin sur le fait que c'est pas du tout stressant d'être le seul candidat dans mon parti. Au contraire, pour la population, ils vont voir que c'est peut-être même la solution. Là, mais dans le fond, je tiens juste à préciser que ce n'est pas un post pour essayer de promouvoir M. Luc Ménard, c'est juste partager son expérience, sa vision. Puis sentez-vous à l'aise à voter pour qui que vous voulez. Moi, je suis courtier immobilier chez PML, puis j'ai juste trouvé ça intéressant de tomber sur M. Ménard. En faisant de la prospection, comme vous le savez, en tant que courtier, on appelle plusieurs personnes. Puis Luc a été sur notre liste. Puis quand on l'a contacté, mais M. Ménard a dit, regardez, je suis peut-être pas vendeur en ce moment, mais j'ai fait une candidature en tant que maire de Montréal. Fait que là, j'ai fait comme, what? C'est quoi? C'est vraiment cool parce que Luc est avocat depuis très, très longtemps dans le droit commercial, depuis plus de 30 ans, si j'ai bien compris. Ça, oui. Puis il est parti à un mouvement à Montréal 21. Puis Luc, en étant beaucoup en relation avec différentes entrepreneurs, différents bâtisseurs dans le domaine commercial, il a eu quand même une belle expérience, puis il sait ce qui se passe dans le niveau habitation Montréal. Il connaît les challenges des investisseurs actuels. Donc, je pense qu'il y a quand même une vision importante à emmener sur comment on peut améliorer ce milieu-là pour que ça soit favorable que pour les locataires qui ont un budget moindre et aussi intéressant pour ceux qui veulent développer puis vivre dans une communauté intéressante. Donc, Luc, votre vision pour Montréal dans l'habitation, ça c'est quoi un peu que vous voyez? Mais c'est juste pour faire la continuité, effectivement. Je suis conscient que je suis interrogé. Pas interrogé, je veux dire interviewé, je m'excuse. Là, je parle comme avocat. Là. Mais que je suis interviewé par, si vous voulez, un peu des personnes qui sont dans le milieu du privé. Bon. Oui. Alors, mais Montréal effectivement, il doit transiger avec des partenaires privés, tout comme il transige avec des partenaires communautaires. Alors, puis c'est sûr que dans l'élaboration d'un plan d'urbanisme, ce qui manque actuellement à la Ville de Montréal, c'est sûr que la mixité sociale va être partie intégrante du plan. C'est sûr qu'on ne fait pas juste des condos, puis je veux dire, c'est juste pour favoriser les promoteurs avec un marché, entre guillemets, de riches. Là. Mais je pense que le promoteur est ouvert, je suis certain, parce que je l'ai lu,
les promoteurs sont vraiment ouverts à avoir cette mixité sociale-là dans leur projet. Oui. C'est juste qu'il faut trouver la bonne façon de le faire. Il faut identifier la bonne formule. C'est ce qui manque. Mais si je veux placer un petit peu le contexte immobilier actuel de Montréal, je veux dire, évidemment, moi, c'est maire de Montréal. Donc, il faut juste que je regarde voir c'est quoi qui se passe ici. Mais il n'y a pas simplement... le maire de Montréal n'est pas simplement impliqué au niveau de la ville. Il est impliqué aussi au niveau de l'agglomération de Montréal. L'agglomération de Montréal, sur l'île, il n'y a pas juste la ville de Montréal, il y a d'autres villes. Vous avez Mont-Royal, Westmount, Kirkland, c'est toutes des villes liées par l'agglomération de Montréal. Et à la tête du conseil d'agglomération, parce qu'il y a un conseil d'agglomération, le maire ou la mairesse de Montréal siège à la tête. Et le comité, le conseil d'agglomération, il va être formé par 15 membres des villes liées, 15 membres de conseil de ville de Montréal. Donc, c'est égal entre la ville de Montréal et les 15 villes liées. Et le maire fait la différence en haut de ça. OK. Mais, vous voyez, malgré ça, Valérie Plante, elle a adopté un règlement qu'on appelle le règlement 20-20-20, probablement tout le monde le connaît maintenant. Bon, sur la mixité. Ça s'appelle différemment, par contre, la mixité. C'est social, ça, exactement. Et ce règlement-là contraint les promoteurs à, en fait, quand c'est pas clair. Ben, il y a 20 de logements sociaux, 20 de logements abordables, 20 de logements familiaux, mais effectivement, d'une place à l'autre, ça peut changer. Mais l'idée là-dedans, c'est que ce règlement-là, qui semble-t-il est génial, je veux dire, n'a pas été adopté par aucune autre ville liée. Alors, personne n'a dit, mon Dieu, Madame Plante, quelle bonne idée, quel règlement incroyable que vous avez là. On va l'intégrer dans notre réglementation à nous. On va l'avoir, nous aussi, sur notre territoire, le règlement 20-20-20. Alors, ce qui fait en sorte que les promoteurs qui soient obligés à payer une pénalité, ils appellent ça une contribution financière, on va appeler ça une pénalité parce qu'ils ne se conforment pas au règlement 20-20-20, parce qu'ils ne veulent pas faire des 20 de logements sociaux dans leur immeuble. Ils traversent la frontière, s'en vont à Pointe-Claire, puis là, il n'y en a plus de règlement 20-20-20. Il y a 4 km à côté, le projet il est là, puis ils ne sont pas... ils n'ont pas besoin de payer ces montants-là. Donc, il y a un déséquilibre. Quelles sont les villes où est-ce qu'on doit absolument se... Le règlement 20-20-20 s'applique strictement Ville de Montréal. Ville de Montréal, OK. C'est tout, c'est tout. Puis même plus loin que ça, la mairesse ou le maire éventuellement de Montréal, il était à la tête aussi de la communauté métropolitaine de Montréal. Ça, c'est autour de Montréal. Bon, il y a 82 municipalités là-dedans, 82, y compris Montréal. Il y en a 81 de plus. Il y a la Couronne Nord, la Couronne Sud, il y a Laval, il y a Longueuil. Bon, pas une des 81 a adopté le règlement 20-20-20. Donc, ça démontre qu'actuellement, dans l'habitation, Montréal n'a pas de leadership. Là. Il fait rire de lui-même, on va dire. On va se rendre jusque-là, il fait rire de lui. Le promoteur, il dit, hey, voilà, ailleurs, Montréal, c'est pas la place. Et ça cause aussi un inconvénient pour les villes liées. Parce que les personnes se sentent comme pris en otage à Montréal. C'est l'exode. Puis les personnes, quand ils quittent Montréal, ils ne veulent plus revenir, qui fait en sorte que même les personnes, les électeurs, les électrices dans les villes liées, ils sont préoccupés par savoir c'est qui va être le maire de Montréal pour arrêter justement parce que la personne qui habite à Laval, Montréal, Westmount, tous autres, c'est Montréal. Souvent, on s'en va, c'est Montréal, ça ne marche pas. Ils ne rentrent pas à Montréal, ils sont tannés, ils voient qu'il y a de la difficulté partout. Puis, au niveau de l'habitation, ils devinent qu'il y a quelque chose qui ne marche pas également. C'est pour ça que ça se construit tant, 10-30, puis Laval, ça pousse partout. Puis, les municipalités, les autres, ils en profitent, ils se disent, mon Dieu, s'ils peuvent continuer à faire des bêtises à Montréal, tant mieux, ça nous profite. Les personnes quittent Montréal, puis nous autres, on les attend, puis on voit les promoteurs, ils s'en vont là où, évidemment, les personnes se dirigent. Alors ça, c'est un peu la situation, si on veut, dans le Grand Montréal, une situation, évidemment, qui est à corriger, parce qu'il ne faut pas que le promoteur
délaisse Montréal parce que justement, il est pénalisé de pouvoir faire des projets ici. Mais plus que ça, c'est que c'est sûr, dans les prochaines années, puis c'est pas loin, là, la seule façon vraiment de régler la situation du marché de l'habitation à Montréal, il n'y en a pas d'autre, là, c'est d'augmenter l'offre. On n'a pas le choix, il faut construire, construire, puis construire. Puis il va en avoir des acheteurs. C'est ceux qui ont quitté Montréal, ils ont acheté leur condo ailleurs, là, ils ont acheté leur bungalow. Je ne parle pas des locataires, les autres sont mal pris, il faut qu'ils quittent parce qu'ils ne peuvent plus trouver le loyer à bon marché ici, abordable. Là. Mais je parle pour ceux qui sont capables d'acheter. Ça fait, il faut vraiment construire. Mais le promoteur, lui, dit quoi? Il dit, oui, je veux bien construire à Montréal, mais dans quel contexte? Là, parlez-moi de densification. Dites-moi, qu'est-ce que je peux faire sur votre territoire? Et là, c'est pas clair. C'est le fait que ça coûte plus cher à un promoteur de construire un immeuble parce qu'il doit fournir des loyers abordables. Et ça, c'est peut-être pas aussi rentable pour ce promoteur-là, qui fait qu'en sorte, les autres places résidentielles qui sont louées ou vendues deviennent plus chères parce que c'est eux qui absorbent le coût de construction. Mais disons que, oui, le logement abordable, ça peut être un facteur, mais c'est sûr, l'équation est facile. Plus on construit en hauteur, moins ça vient cher de l'unité. Oui. Ça, c'est facile. Ça fait, si le promoteur est capable de construire 20 étages à Longueuil, puis à Montréal, il est pogné avec 14, bien, il va dire 20 étages à Longueuil, puis le marché à Longueuil va être plus abordable que le marché à Montréal. Mais je ne parle pas au niveau de la location, mais juste au niveau du coût. Là, bon. Puis le fait qu'il y ait moins d'empreintes au sol, puis qu'on construise en hauteur plutôt que à largeur, ça permet de dégager de l'espace aussi, pour avoir sur le territoire que tu aménages de l'espace pour faire d'autres choses. Aménager une école, un parc, il y a des trucs que tu peux faire. Alors, il faut vraiment aller dans la direction de la densification pour que Montréal sorte de l'impasse dans laquelle il est. C'est l'économie forte, c'est la métropole forte. Ils n'ont pas le choix, ça va passer par là. Maintenant, la densification, c'est un mot, mais ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'on fait un règlement puis on construit 40 étages partout sur l'île. Ça ne marche pas comme ça. Ça fait, il faut qu'on soit capable d'arriver à établir les règles du jeu. Puis ça, on le fait ça avec un plan d'urbanisme. Le plan d'urbanisme, une fois qu'il est adopté, là, tu as les règlements qui vont faire en sorte que le plan d'urbanisme va prendre effet. Parce que le plan d'urbanisme, pas de réglementation autour. Si tu en vas faire une bande de permis, les autres regardent le règlement, le plan d'urbanisme, ils ne savent même pas c'est quoi. Ça fait, mais le plan d'urbanisme, ça, il va falloir l'élaborer. Il est désuet complètement, je veux dire. Et là, il va y avoir effectivement les représentants du milieu privé, les promoteurs qui vont venir faire des représentations. Il va y avoir les personnes, la population qui vont venir, les groupements communautaires, qui vont faire en sorte qu'on va savoir sur un territoire X, qu'est-ce que c'est vraiment qu'on va pouvoir développer là-dedans. Alors, ça ne veut pas dire que sur chaque territoire, ça va être le même scénario. Ça fait, dépendamment du territoire, le plan va venir dire, bon, bien, écoutez, à cet endroit-là, effectivement, on voit de la densification plus forte. On est proche, en plus de ça, du transport collectif, ce qui est un enjeu majeur, parce qu'on parle environnemental, là, pour que le monde prenne le transport collectif plutôt que de leur voiture, là, parce que c'est là l'enjeu. Alors, quand on arrive proche du transport collectif, là, oui, là, on pèse sa pédale. Boum, on en construit. Il faut monter en hauteur. Puis là, en logeant le plus de monde possible dans cet espace-là, non seulement puis c'est proche du transport collectif, mais en montant en hauteur, on loge plus de monde, donc on ne fait pas d'étalement urbain. Sinon, s'ils ne peuvent pas se loger à Montréal, ils sortent de Montréal. S'ils sortent de Montréal, c'est l'étalement urbain. Ça veut dire qu'il y a un terrain quelque part, là, puis il y a quelqu'un, à un moment donné, qui va dire, bien, ce terrain-là, on va construire dessus. Puis donc, il y a les milieux naturels, à un moment donné, ils s'en vont comme ça. Puis c'est un problème actuellement. Ça fait, en montant en hauteur, on ne dérange pas personne, même pas les oiseaux. Puis je veux dire, en autant que ça soit fait suivant la volonté commune, si vous voulez, de tous les intervenants là, qui vont participer à l'élaboration du plan d'urbanisme. C'est ça qui manque. Je vous entends très, très bien. Puis quand vous dites ça, monter en hauteur, c'est sûr que les enjeux sont aussi la canalisation, le trafic,
la densité amène d'autres enjeux qui sont importants. Qu'en pensez-vous de ça? Est-ce que c'est quelque chose qui est gérable? Est-ce qu'on va avoir moins d'autos, plus de vélos? Mais nécessairement, il faut que si on monte en hauteur, c'est sûr qu'il y a plus de monde. C'est sûr qu'il ne faut pas parler qu'il va y avoir plus de déplacements en voiture parce que le monde utilise leur voiture. Là, on tourne en rond, mais au contraire, on fonce dans un mur. Tu sais, je veux dire, en place d'aider, on est en train de ruiner l'affaire parce qu'il va y avoir juste plus de trafic. Parce qu'on bon. Mais dans ce milieu-là qui va être créé, c'est sûr. C'est la proximité aussi qui est importante. Exact. Ils vont pouvoir se déplacer pour aller chercher autour de eux. Exact. Ces commerces de proximité vont être là. Mais évidemment aussi, il va y avoir la question aussi de pouvoir stationner sur leur véhicule, ce qui est un enjeu là, qui est quasiment devenu impossible, là, le stationnement. Puis qui va faire en sorte que, oui, la personne va possiblement avoir une voiture, mais elle va l'utiliser à l'occasion. Écoutez, moi, je suis venu ici, là, je ne cache pas, là, je suis venu ici en métro. Tu veux dire, moi, s'il y a quelqu'un qui est collectif, le transport collectif, moi, j'ai toujours été métro, là, tu veux dire. J'ai abonné, là, voilà, ma carte Opus, là, depuis toujours. Tu comprends? Depuis que je suis étudiant. Okay. C'est pas que j'ai pas d'auto, là, mais je ne l'utilise pas parce que je me suis habitué avec le transport collectif. Et puis je trouve ça tellement plus facile. C'est relax. C'est sûr, quand tout le monde est un par-dessus l'autre, mais je veux dire, quand tu peux, tu évites les foules. Là. Il n'y en a pas pour l'instant, il ne faut en pas là, avec la COVID. Là. Mais je veux dire, éventuellement, ça peut reprendre. Mais ça, c'est une éducation. Tu sais, les personnes, ils voient le transport collectif comme quelque chose qui n'est pas valorisant. Tu sais. Mais c'est pas le cas. Je veux dire, alors, il y a une éducation à faire. Ils ont des transports en commun, New York, Londres. Ils ont des transports en commun, puis c'est des villes qui sont densifiées. Exact. Clairement beaucoup plus que Montréal. Exact. Puis les autres, ils réussissent à vivre dans ce milieu-là, puis sont bien à l'aise. Absolument. C'est sûr qu'il y a une façon d'y arriver, mais encore là, c'est pas avec des projets, avec des discussions à la pièce. Vous arrivez avec votre projet, votre promoteur, vous installez, parfait, bonjour monsieur, ça va, c'est mon projet, voilà le plan de le faire. Moi, bien là, c'est parce que tu déroges là, à la réglementation. Si on fait un plan d'urbanisme qui est clair, là, il ne dérogera plus. Là. Il n'y aura plus besoin de s'asseoir et commencer à essayer de jouer avec le fonctionnaire. Là, on va dire, le plan, il est bon, il conforme à la réglementation, vas-y. Tandis que là, non, c'est toujours dérogation quelque part. Ça fait là, ça commence à jouer. Ouais, mais peut-être qu'on peut s'arranger. Il faudrait que tu aies une contribution financière, de moins un terrain ailleurs. Là, c'est le même, ça joue, c'est à la pièce. Ça fait là, à un moment donné, le promoteur sort de là, il dit « Ah, phew, là, je viens de l'avoir, là, finalement. Là, je peux construire 22 étages. Là. Tout est étourdi, ça y a coûté je ne sais pas combien pour sortir de cette impasse-là. » Alors, des fois, ça prend 2 ans, 3 ans avant ça des choses comme ça. Ça n'a pas de sens. C'est ça, là, actuellement. C'est à la pièce. Puis, je veux dire, là, souvent, les communautés, les groupements communautaires ne sont pas consultés. Puis là, quand ils découvrent ça, ils disent « Ah, qu'est-ce que tu avez fait là? » Exactement le cas des faubourgs. Radio-Canada, puis Molson, ces affaires-là, donc faubourg. Il y a un développement qui va se faire là. Oui. Bon. Il y a un consortium qui dit « Moi, acheter Molson. » On ne parle pas de 20$, là, tu comprends? C'est 125 millions. Bon. Oui. Le consortium, c'est des groupes d'affaires, là, des groupements, ils sont 3, ils s'en vont, puis ils disent « OK, nous, t'es intéressé à acheter Molson. » Première chose qu'ils font quoi? Et ils vont voir Mme Plante, là, ça gagne, là, tu sais. C'est quoi vous voulez faire avec Molson? Vous allez mettre ça à terre, faire un parc? Bien, si c'est ça, je ne l'achèterai pas, tu comprends? Dis-moi ce que tu veux faire. Pas grave, tu veux faire un parc, fais un parc. Mais moi, je n'achèterai pas Molson, tu fais un parc. Tu sais, tu veux faire quoi? Des logements sociaux? Bien, vas-y, fais des logements sociaux. Mais je ne l'achèterai pas. Non, faites-vous-en pas content. Vous allez pouvoir faire des buildings en hauteur, puis il y a 80 mètres, puis pas de problème. Ah, c'est même parfait. On achète Molson. Là, évidemment, les groupements communautaires ne sont pas consultés là-dedans. Là, les groupements communautaires, encore, tu es en train de vendre la ville aux riches. Là, il n'y a plus de place pour les personnes qui ont pas peu de moyens là-dedans. Pourtant, le consortium avait dit « Moi, de construire à mes frais des logements sociaux, pas dans mes bâtisses, mais moi, t'arranger quelque chose. » là. Puis on sait comment ça coûte. 200 000 $ la porte, un logement social. Ils en construisaient 250 à leurs frais, avec leur argent. Ils ne cognaient pas à la porte de M. Legault. Là. Pas bon. Le groupement communautaire, non, c'est pas bon. Ça fait là, vroom, on descend des étages.
consortium, mais c'est ça. Je n'aurais pas payé ce prix-là si tu me dis que c'est ça. Tu sais, veux-tu arrêter de jouer à ce jeu-là? Là, pas seulement que ça. Après ça, on réduit l'espace de superficie de plancher. Bon, là, les autres, regarde, ça ne marche plus. Le projet, c'est foutu. Là, ça ne marche pas. Il faut quelque chose on va arrêter de jouer là, à ce jeu-là, tu sais, que c'est à la pièce, puis il faut vraiment frapper à la bonne porte au bon moment pour être sûr que tu vas passer. On va le faire, le plan d'urbanisme. On va savoir dans le faubourg comment que ça se passe. Puis à partir de là, le promoteur va dire, ben là, je peux rentrer avec un projet là-dedans. Au moins, je sais où je m'en vais. Puis que je ne me ferai pas bousculer, puis toutes sortes d'affaires qui vont se passer, qui vont faire que je vais être obligé éventuellement de dire, ben j'ai le terrain, au moins j'ai le terrain, m'a le laisser là, ce terrain, puis peut-être dans 5-6 ans, de toute façon, il va prendre en valeur, le terrain, peut-être dans 5-6 ans, il y aura quelque chose de plus brillant au niveau de la ville, là, je ne sais pas comment dire ça, là, qui va faire que je vais construire, ou ben non, je le vendrai, de toute façon, je ne perds pas ma valeur. Mais ce n'est pas la situation actuellement. Alors, moi, c'est pour ça, j'ai vraiment travaillé beaucoup la question de l'habitation pour arriver à trouver la bonne formule pour que ça reparte, cette histoire-là. Puis il faut vraiment qu'il y ait des projets d'envergure, on n'a pas le choix, là. Des projets d'envergure, là. Puis c'est pas les sites qui manquent, croyez-moi, à Montréal. M. Coder, il veut relancer l'Est de Montréal. Je ne veux pas parler trop, parce qu'on va demander, ça finirait plus. Non, mais c'était juste à préciser qu'on respecte beaucoup Valérie Plante, on respecte énormément Denis Coderre, puis tous les candidats. Mais c'est intéressant de voir votre perspective là-dessus, parce que c'est sûr que les enjeux sont élevés, c'est sûr que chacun a des idées intéressantes. Votre idée, votre vouloir de partager votre idée avec nous est très apprécié, je pense, par les interlocuteurs. On sait que l'immobilier, c'est un grand enjeu, surtout maintenant que c'est un peu plus long d'aller chercher les permis. Moi, je transige de l'immobilier commercial et des terrains, puis on voit que les délais sont extrêmement longs, puis des fois, on perd des transactions. On perd des transactions parce qu'il n'y a pas d'autorisation de démolir un immeuble, et on perd des transactions parce que c'est pas facile d'avoir une dérogation, parce que des délais sont longs pour le résultat de CCU. Puis les gens qui embarquent dans des projets comme ça sont souvent amenés à faire un prêt privé sur l'achat. Ah oui. Puis quand on sait, les prêts privés, c'est 10-12 de taux d'intérêt. Fait que 2 ans d'attente, ça coûte extrêmement cher. C'est juste ça en tant que tel. Ça ralentit un peu à ce que moi, j'aurais ça en tant que courtier, le développement. Est-ce que vous avez des solutions? Vous avez parlé du CCU, là, le Comité consultatif d'urbanisme. Oui. Ça, c'est vraiment majeur, là. Ça, les autres, là, ils peuvent t'envoyer 10 fois à CCU, là, tu comprends? La couleur de la brique, elle ne fait pas l'affaire, ça finit plus, là. CCU, c'est n'importe quoi. Puis les promoteurs, là, il y en a, tu sais, jusque-là. Ils sont rendus à combien de CCU? À la fin, finalement, ils vont dire, donne-moi le plan que tu veux, moi le faire. Je suis plus capable, là, tu comprends? CCU, là, à l'origine, là, c'était là parce que c'est le gouvernement du Québec qui a dit, ça vous prend un CCU si vous avez des projets dérogatoires. C'était ça l'idée du départ. On va mettre de la population dans le CCU, là. On va mettre des élus, puis on va mettre de la population. Puis là, les personnes qui vivent dans le quartier vont dire, ouais, effectivement, c'est un bon projet. Il déroge au règlement, mais une dérogation mineure. Mais ça ne nuit pas au quartier du tout. Ça fait, on va l'approuver, le projet. C'était ça le but initial. Mais là, c'est rendu démesuré. C'est une place pour faire de l'argent, je ne sais pas trop quoi. CCU, là, moi, c'est sûr, il ne faut pas que je devienne maire parce qu'il y a le ménage là-dedans solide. Là. On va revenir à la base, là. C'est quoi un CCU? Ça sert à quoi? Puis s'il n'y a pas de dérogation,